Et de quelles compétences tu aurais besoin pour accompagner Ethan? Alors, je dirais qu'être maman, ça développe déjà un bon nombre de compétences. Moi, avant que Ethan ne naisse, et puis, bon, puis j'aime bien ce genre de lecture, mais j'ai lu Isabelle Filiosa, Ruffo, Dolto, j'étais au taquet. J'avais l'impression d'être prête, mais rien ne se passe tout à fait comme prévu. C'est sûr. Et voilà, on pense être prêt, et waouh, tout est différent. Et en fait, là, je me dis que la première compétence, c'est peut-être l'adaptabilité, c'est-à-dire de s'adapter en permanence à ses bizarreries, à qui il est. Et encore une fois, pour être maman, on est un peu psy, éducateur, tout ça à la fois. Et j'ai eu l'impression de devoir apprendre tout ça puissance 10. Les professionnels nombreux qui ont gravité autour de nous m'ont souvent aidé. Même les plus durs, hein, ceux qui étaient... ce médecin qui m'a dit qu'Ethan n'était pas autiste, etc., ils m'ont tous appris. Et voilà, ils m'ont tous donné des compétences pour l'accompagner, pour savoir ce que je devais, ce qui était bon pour lui et ce qui était mauvais. Mhm. Et je pense, je reviens au coaching parental, mais à mon sens, c'est indispensable. Il faut trouver le bon coach, celui qui nous euh, correspond, qui nous convient et qui convienne à l'enfant, Mm. qui a un bon sens. J'ai eu la chance de la rencontrer. Euh, je pense à une personne, mais plusieurs. Et je pense que il faudrait que systématiquement, en fait, les professionnels se déplacent à domicile pour épauler, pour conseiller, pour donner, euh, voilà, pour mettre un petit peu leurs pattes dans la vie quotidienne des gens et la rendre plus supportable. Et la méthode ABA, tu disais tout à l'heure qu'elle était développée surtout aux États-Unis. En France, il y a, il y a, il y a, il y a un centre, il y a une approche ABA française. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est plus développé, mais le, le système français puis notre fonctionnement cadre pas tellement avec cette méthode. Aux États-Unis, ça cadre plus dans leur façon d'être. Euh, voilà, il se passe quelque chose, ok, on oriente notre façon de faire comme ça, on oublie. Nous, on est plus psychanalyse, à se gratter la tête, et puis on se pose des questions, on se dit que c'est un petit peu de la maltraitance, on entend beaucoup ça hein, sur la BA, parce qu'on les éduque avec des petits morceaux de chips ou de choses comme ça, donc ça serait du dressage. Oui, certainement, un petit peu, en quelque sorte, mais ça fonctionne. En fait, c'est toujours pareil, comme on le disait pour les approches alternatives et complémentaires de la médecine allopathique. En fait, là encore, si on pouvait mutualiser nos savoirs, pouvoir à la fois aller voir le pourquoi et à la fois s'occuper du comment, parce qu'en fait, la méthode ABA, elle s'occupe que du comment finalement, sans savoir le pourquoi. Mais peut-être que si on mutualisait ces deux façons de voir les choses, on obtiendrait sans doute des résultats remarquables. Allier les deux, absolument. Le centre dans lequel Ethan est pris en charge essaye de vraiment faire ça. Ils me disent qu'ils s'inspirent de toutes les méthodes. La méthode APA est tellement particulière qu'elle ne... Quand il la met en place de façon très précise, il ne faut pas s'en détourner d'un iota parce que sinon ça ne fonctionne plus. Du coup, les professionnels ont parfois tendance à ne pas s'entendre. D'accord. Je l'ai vu, c'est pour ça aussi que j'avais enlevé Ethan de l'hôpital de jour, pas que, mais l'hôpital de jour et la thérapeute n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Euh, Effectivement, faudrait s'inspirer de toutes ces méthodes-là, et les enfants étant tous différents, Bien sûr. adapter la prise en charge à chaque enfant. Oui. Alors en quoi vivre avec Ethan, ça impacte ta vie? En tout, Eh oui. ça impacte la vie énormément voilà, sur le plan social, on peut plus inviter, par exemple, ou on peut plus aller chez des amis sereinement. Parce que quand on invite des gens, ils font tomber les verres, ou il met les mains dans l'apéritif du copain, il éteint les lumières quand il était tout petit, il va fouiller dans le sac des dames, il ramène des trucs qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on étale devant tout le monde. Voilà, quand on amène le gâteau, je me souviens d'une fois où
Chez ma sœur, c'était le baptême d'un de ses enfants, oui, c'est ça. Elle avait fait une belle pièce montée, il a mis la main dessus. Euh, Tout enfant peut faire ça, mais lui, c'était très... Voilà, c'était très souvent. En fait, toutes les situations sociales l'angoissent autant qu'il les adore. Donc, il fera tout pour être au centre des attentions. Et ça procure en lui aussi beaucoup d'émotions, donc il ne sait pas toujours les gérer ni les réguler. Alors, on a vu des situations cocasses. Je dirais que recevoir à domicile, à la maison, ça peut être sportif mais gérable. En revanche, passer une soirée sereine avec des amis en sa présence, surtout chez eux, là c'est pas possible. S'il va jouer avec les autres enfants, on peut être sûr que dans 5 minutes, il y a des cris, les enfants vont revenir. Je me souviens d'un petit garçon qui était arrivé, je sais pas quel âge il avait, il devait avoir 2 ans, et il s'est planté au milieu du salon, puis il a crié « Mais il m'énerve !» J'ai dit « Je comprends, c'est un effet qui me fait aussi parfois. » Donc on est obligé de prendre Ethan avec nous alors que tous les autres enfants jouent à côté. On peut pas lui dire stop, les autres personnes ne comprennent pas toujours ça, donc on sent bien qu'on est aussi un peu la cible de... C'est pas qu'ils veulent critiquer, mais ils en ont marre et eux, ils ont envie de lui dire « Mais arrête, ça suffit, tu t'assieds là et tu te tais, ça ne fonctionne pas et c'est même contre-productif. » Donc, on est confronté à ce petit garçon-là qui fiche un petit peu la soirée en l'air de tout le monde, on peut pas l'arrêter et c'est... Voilà, il passe pour un enfant mal élevé. On a donc, nous, l'impression d'être jugé comme tel. Il faut passer outre ça et puis se dire que finalement, on sait, nous, qu'il est pas mal élevé. Dans notre fort intérieur, on sait qu'on peut pas faire autrement et puis tant pis pour les personnes qui pensent autrement. Bien sûr, mais c'est vrai que ça doit pas aider quand... les personnes environnantes, en fait, pensent que il faut faire de telle et telle manière et que c'est parce que vous savez pas faire. Ouais, on a eu beaucoup de conseils, entre guillemets. J'espère que cet épisode, si ces personnes écoutent, que ça leur permettra de comprendre que c'est pas du tout lié à l'éducation qu'on lui donne et que... Justement, on a peut-être énormément de chemin, et je le pense profondément, en fait, on a énormément de chemin à faire concernant cette fameuse éducation. Je pense que la manière d'éduquer les enfants, elle est pathétique, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, et tant mieux qu'elle soit remise en question. Et je pense qu'avec Ethan, t'es obligé, en fait, de la remettre en question. Tout à fait d'accord. Et c'est en ça aussi que cette vision des choses m'a fait énormément grandir. Bien sûr. Et c'est une éducation positive en fait. Et je vois, on a plein d'automatismes quand on éduque un enfant. Ces automatismes avec lui, ils fonctionnent pas, donc on se remet en question. Ouais. Mais en fait, autant mieux parce que c'est pas la bonne méthode que de dire à un enfant tais-toi parce que tu fais trop de bruit. Ouais. C'est non. Justement, l'enfant fait du bruit, il parle parce qu'il veut exprimer quelque chose. On est en train de mettre un couvercle dessus, et après, ça a des effets. Souvent très important sur l'adulte que ce petit bout de chou va devenir. Eh bien oui, puisque j'ai ces mêmes adultes en séance, et donc, donc en fait on voit tout de suite que l'approche éducative, elle est fondamentale. Parce qu'elle structure en fait l'identité et la façon d'être de la personne. Donc si le parent ne sécurise pas assez et n'a pas une approche bienveillante, chaleureuse, d'écoute, eh bien, on a des adultes, en fait, qui... alors, le truc que je retrouve le plus souvent, c'est le syndrome de l'abandon, qui est extrêmement partagé. C'est parce que l'enfant s'est pas senti écouté? Alors, c'est le manque de sécurité affective et le manque de soutien concret, c'est-à-dire le guider pas à pas plutôt que de l'engueuler parce qu'il n'a pas fait quelque chose alors qu'on ne lui a pas montré comment le faire. Voilà. Et donc, il a besoin de connaître le pas à pas, et il faut s'adapter aussi à son rythme. Donc, lui dire « mais tu vas pas assez vite » ou tu le fais pas bien, ça ne l'aide pas, quoi. Et donc, il y a
énormément d'approches en fait qui sont héritées des générations d'avant, mais qui elles vivaient dans d'autres contextes de société, qui sont des approches qui ne sont absolument plus adaptées à la vie qu'on mène aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a besoin tous d'être libres et surtout autonomes. Et en fait, la plupart des êtres humains ne sont ni libres ni autonomes. Absolument. Et cette autonomie-là, elle prend toutes ses racines dans l'éducation que l'on reçoit. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair. J'en ai vraiment, vraiment pris conscience avec toutes les prises en charge. Ouais. Et voilà, Ethan, il te pointe ça en permanence, que tu peux pas mettre en place toutes ces procédures éducative, tu peux pas agir en lui disant mais tais-toi, regarde la télé 5 minutes, etc. Ça marche pas. Ouais. Donc tu te remets en question. Et merci. C'est pas facile, mais merci pour lui, merci à lui pour ça. D'autres choses qui impactent ta vie avec Ethan? D'autres choses, là j'évoquais les invitations, la vie sociale. Toute sortie aussi est difficile. Mais oui. Parce que faut l'avoir à l'œil tout le temps. Il faut le laisser quand même, j'évoquais tout à l'heure la main. À 14 ans, je vais pas lui tenir la main ou le tenir en permanence. Il faut quand même avoir une extrême vigilance dessus. Je pense à une super balade qu'on avait faite dans un lieu, je sais plus où c'était, mais c'était vraiment sympa. Il était calme, bien tranquille, il n'y avait rien qui laissait présager que il allait prendre les lunettes d'un monsieur qu'il a croisé et les tordre. Et voilà. Bon, là, c'était pas très grave. En fait, souvent, il faut se dire après coup que c'est pas très grave. Le monsieur en question a commencé à grogner et sa femme lui a vite dit, regarde, il en a pas fait exprès, regarde comment il est. Et là, je suis tout de suite intervenue, je me suis excusée. En général, un petit sourire et quelque chose. Les gens sont plus embarrassés qu'autre chose. Oui. Ça m'est rarement arrivé de vraiment avoir des... Je pensais juste une fois au zoo parce que Ethan s'était couché dans la poussette d'une petite fille pendant que je regardais une patte de lion. Et là, vraiment, le monsieur était très en colère. Et verbalement, moi j'allais au-dessus, j'étais en colère parce que ça faisait 2 heures que je tenais... j'avais une vigilance et tout d'un coup, j'étais happée, mon regard a été happé par cette grosse patte de lion que je trouvais magnifique. Et c'est ce moment-là qu'Ethan, il a senti qu'on a l'attention baissée. Donc j'étais en colère et une dame m'a dit, elle m'a mis la main sur l'épaule. Elle m'a dit, madame, c'est rien, laissez. Et je remercie cette dame, je l'ai regardée, puis on s'est compris. J'ai dit, d'accord, excusez-moi monsieur, je suis partie. Voilà, en fait, on sait que toute sortie avec lui aura des moments comme ça. Ce sera ponctué d'une coupe de glace. Je me souviens un jour au restaurant qui a volé au milieu de la salle. Ça a fait un bruit terrible. Donc tout d'un coup, tout le monde s'arrête de parler et te regarde. C'est en permanence ce genre de petites expériences. Donc on a envie parfois de détendre, de se relâcher et on peut pas. Et on peut pas. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré une voisine en ville et tout d'un coup on a entendu un bruit, elle comme moi, on a baissé les yeux, il était en train de lui faire pipi sur ses chaussures. Ah oui, d'accord. Moi j'en ai 1000 comme ça. Ah oui, ça c'est une sacrée étannerie parce que c'est cocasse. C'est toujours embarrassant. Un monsieur bedonnant aussi qui était affalé contre un mur. Je sais pas pourquoi il lui a donné un coup de poing dans le ventre comme ça alors. Voilà. Donc ça impacte la vie parce que toute sortie est mouvementée. Voilà, je cherchais un mot Toute sortie qui ne soit pas trop négatif ni trop positif, c'est mouvementé. Toute sortie implique une probable, voire plusieurs probables étanneries en fait. Voilà, c'est ça. Et tout dépend de notre état d'esprit à ce moment-là, et voilà. Et à la maison,
Donc ça, c'est à l'extérieur. À la maison, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, en quoi Ethan impacte ma vie, c'est que c'est de la vigilance non-stop, comme à l'extérieur. En fait, c'est ça, avoir Ethan, c'est être vigilant. Non-stop. D'où le relais dont on a besoin pour relâcher un petit peu la pression et cet agacement face à ces crises, etc. Et c'est un bel apprentissage, en fait. Et puis parfois, il faut savoir ne rien faire plutôt que mal faire. Et oui. Et ça aussi, c'est un sacré apprentissage de se taire, observer, le laisser, piquer sa petite crise, râler, etc. Et sans être... en fait, on arrive à un moment où ça nous agace plus. On laisse faire. En fait, sans réagir. Sans réagir. Laisser faire. C'est ça qui est difficile, c'est ne plus avoir de réaction, mais pouvoir répondre avec une action adaptée. C'est ça, en fait, qui est difficile. Oui, ça peut se dire comme ça. Et puisque forcément, comme il titille beaucoup, la réaction, elle arrive spontanément, en fait. Et donc, tout le travail de pas répondre par la réaction, mais d'aller chercher une action adaptée, appropriée à lui, c'est ça tout le travail que tu fais intérieurement, en fait. Donner, en quelque sorte, une conséquence à toutes ces actions. Oui, d'accord. Comprendre ce qui l'a provoqué et donner une conséquence. Oui. Est-ce que tu as, parce qu'on arrive à la fin de cette rencontre, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs, quelque chose à ajouter peut-être qu'on n'aurait pas encore abordé ? Un message à faire passer par rapport à mon vécu, à mon expérience. J'ai souffert quand même d'une errance de diagnostic qui a duré 4-5 ans, et d'un manque de prise en charge adaptée. Et à ce moment-là, en fait, j'ai surtout souffert de la solitude face à cette gigantesque incompréhension que représentait mon fils. Eh oui. Et j'aurais aimé avoir davantage de conseils, une prise en charge plus précoce. Je crois que les choses s'améliorent, enfin, j'aime à le penser en tout cas, en France, mais je pense que malheureusement, je suis pas la seule à vivre des moments de désarroi intenses et que les gens ne savent pas forcément où se tourner. Alors, ce message en fait qui découle de mon expérience personnelle, c'est que ce petit être extraterrestre, un peu extraordinaire, quoi, il m'a poussé dans des retranchements inimaginables, et c'est quand on va loin qu'on se découvre des facultés dingues en fait. Et oui. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai débuté le yoga alors qu'il était tout petit, et j'en pratique très très régulièrement maintenant depuis plus de 10 ans. Ça m'a aidé tellement. En fait, je chemine vers davantage de paix, et ça me permet aussi d'avoir la foi, parce que on en parlait. Je pense que rien n'est hasard, et que tout arrive pour une raison. Il faut passer le cap de l'acceptation, et en fait le chemin, c'est d'apprendre à vivre avec, à vivre bien parfois, et à prendre les moments plus durs tels qu'ils sont en fait. Et ces moments plus difficiles, ça décuple aussi les petits moments de bonheur. C'est des vrais petits moments de grâce. D'accord. Est-ce que tu veux terminer par une dernière petite étanerie avant qu'on se quitte ? Une touche étanesque. Une touche étanesque. Il y en a pas mal des étaneries. Moi, j'aime bien évoquer Ethan enfant, Ethan à la plage. Parce que Ethan à la plage, c'était quand même un sketch pas possible. Il avait qu'une idée, c'était de détruire les châteaux de sable des enfants. Quelle délicieuse idée. Ouais. Alors ça mène...
en fait, on s'installe, on voit les gens qui sont super cool avec des enfants qui font des châteaux de sable. On a super envie en fait d'être à leur place à ce moment-là parce que nous, on l'observe et dès qu'on lâche un petit peu l'attention, il court vers un château. On entend un enfant hurler et voilà. Alors plusieurs fois, on s'est levé, on a tapé des sprints pour le plaquer au sol. Donc on arrivait de la tête dans le sable devant le papa qui était en train de lire un livre avec son petit enfant qui jouait tranquillement avec son seau. Et puis nous, on le rembarque, on rembarque le nôtre sous le bras. Voilà, il avait repéré aussi les crèmes solaires, il adorait aller appuyer dessus, évidemment, ça fait un gros jet et puis ça retombe en général sur une femme qui tranquillement est en train de bronzer au soleil. Ça, je trouvais que c'était des petites étanneries de vacances. D'accord. Les étanneries de vacances. Les étanneries de vacances, mettre les serviettes dans la piscine, voilà, ce genre de choses. C'était assez cocasse. À la maison aussi, des petites étanneries qui arrivent de temps en temps, c'est qu'il va cuisiner, donc nous faire une bûche de Noël. Donc il allume le feu et il met dans une casserole du café, un tas de choses, du miel, et puis toi tu sens le brûler, et il est en train, et Ethan est avec une cuillère en bois en train de touiller sa petite mixture, je fais une bûche de Noël, en train de ça le fait bien rigoler. Si on va au restaurant, il trouve aussi voilà des choses, j'évoquais tout à l'heure la coupe de glace qui vole, ou un tube de mayonnaise sur lequel il appuie aussi au moment où une femme passe, et puis voilà, elle était enduite de maillot, et puis il la regardait avec sa petite main, et c'est des étonneries comme ça, un petit peu continuelles. Je me souviens, alors Ethan à Paris, c'était pas mal aussi, je sais pas pourquoi ça me vient là, mais les Parisiens sont pressés, ils sont dans leur vie, etc. À un moment, il leur faisait des bisous, il était dans sa phase bisous, et salut, bisous. Mais ils aiment pas du tout ça, mais c'était une agression pour eux, quoi, qu'Ethan vienne leur faire des bisous sur le bras. Et à la Tour Eiffel, il adore aussi fouiller dans les sacs des gens, ça le questionne, ça le fascine des gros sacs, et il se dit qu'il y a peut-être quelque chose pour lui là-dedans. Et donc c'était un touriste allemand, il a commencé à fouiller dans son sac, et le touriste a vraiment cru que c'était un pickpocket, qui allait lui dérober le contenu de ses précieux achats. Donc il a commencé à le taper avec son sac. Ah oui, on est arrivé, on a essayé de faire comprendre au monsieur qui était furieux qu'il n'y a pas de souci, nos problèmes, niche de problemo. Ah oui, c'est vraiment cocasse en fait comme situation. Ah mais sur le coup, je racontais aussi récemment, parce que c'est hier soir chez des amis, ils m'expliquaient qu'ils étaient allés visiter les châteaux de la Loire, Chenonceau, et on l'a emmené, je crois que c'était l'année dernière. Alors, pendant toute la visite, en fait, il frôlait du doigt il avait compris qu'on était dans un lieu où il y avait des choses fragiles. Et je pense qu'il me cherchait, en tout cas, moi j'avais cette sensation toutes les tapisseries, il frôlait du doigt, etc. Et donc j'étais en vigilance, en même temps je voulais être tranquille, on était en vacances, donc j'étais dans cette dualité. Et on arrive dans une pièce, et il me dit « Maman, c'est quoi ça ?» C'était des fauteuils en tapisserie d'Aubusson. Alors, il y avait plein de gens autour de moi, je voulais faire la maman, attentive. Oui, mon chéri, alors tu vois, ce sont des fauteuils en tapisserie d'Aubusson que Louis XIV, que tu vois ici, a offert au roi qui habitait à l'époque dans ce château. Ah, d'accord. Et c'est quoi ça? Et là, il me montre le petit écriteau qui est sur le fauteuil, interdit de s'asseoir. Alors, mon chéri, c'est donc un écriteau qui dit qu'on ne doit pas s'asseoir parce que c'est très très précieux les tapisseries d'Aubusson. Je te rends compte, Louis XIV, il les a offerts. Et là, il me regarde, il fait un grand sourire et il s'assoit de tout son poids dans le fauteuil. Et là, je l'ai attrapé par les cheveux. J'ai eu un moment, parce que j'avais tout ce poids des gens qui me regardaient, ces 2 heures où j'avais fait attention à ce qu'ils ne touchent à rien. Je l'ai chopé par les cheveux. Je suis sortie de la pièce. « Ça suffit maintenant !» en lui hurlant dessus. Et puis, je m'arrête
et je vois la situation d'extérieur, les gens qui ont dû se demander ce qui m'arrivait de prendre mon gamin comme ça par les cheveux. C'est sûr. Voilà. Une des petites situations qu'on peut vivre et qui, après coup, nous semble voilà, plutôt rigolote, mais sur le coup, on a une espèce de fureur qui nous monte là, comme ça, et le regard des gens. Tout est, Et oui, voilà, forcément. tout est résumé dans Ouais, dans cette anecdote. d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour le partage de tout ton vécu, de tout ce que tu vis encore aujourd'hui avec Ethan. J'espère vraiment que ton témoignage pourra aider peut-être des personnes qui vivent ça aussi, peut-être des gens qui sont au tout début qui ont un petit bébé, qui se posent peut-être des questions. Voilà, j'espère que la méthode ABA, peut-être que des gens ne la connaissent pas, que ça pourra peut-être aussi leur apporter des réponses. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Psyché. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Psyché, sur les réseaux sociaux également, sur YouTube, pour y déposer des commentaires si vous aussi vous vivez ce genre de situation, si vous avez des questions également ou des choses à transmettre, n'hésitez pas, vraiment c'est avec joie que je vous lis. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive et puis je vous dis à très bientôt.